Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, ici Sasa, bienvenue dans cette série sur la diversité linguistique. Nous avons exploré les langues formosanes parlées par les autochtones de Taïwan, puis le mandarin, le taïwanais et le hakka. Mais nous n'avons pas encore fait le tour de la question. En effet, j'ai encore prévu une émission sur le japonais aujourd'hui et sur les langues des immigrés d'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi le japonais ? Ce n'est certes pas une des langues maternelles parlées à Taïwan de nos jours, mais Taïwan a été une colonie du Japon de 1895 à 1945 et cela a laissé des traces. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'ai interviewé M. Zhou Junyu, professeur assistant de la faculté d'histoire de l'Université nationale Zhengzhou à Taipei. Ses recherches portent sur l'histoire culturelle et politique à Taïwan pendant l'époque de la colonisation japonaise et les premières années après la Seconde Guerre mondiale. Il nous racontera aussi quelques anecdotes car son grand-père est né et a grandi à l'époque japonaise. Je l'ai tout d'abord interrogé sur la pratique du japonais chez les personnes âgées. En effet, quand je suis arrivée à Taïwan pour la première fois il y a 10 ans, j'ai été surprise de voir, ou plutôt d'entendre, des Taïwanais âgés qui se mettaient tout à coup à parler en japonais avec des touristes japonais de passage. Je me suis dit, mais bien sûr, ils sont nés pendant la période de la colonisation et ont appris le japonais quand ils étaient petits. J'ai demandé à M. Zhou si de nombreuses personnes âgées parlaient encore japonais à Taïwan pour ces raisons historiques. Les personnes âgées qui savent encore parler le japonais sont de moins en moins nombreuses à Taïwan. En tout cas, actuellement, il y en a beaucoup moins que dans les années 90 ou 2000. Tout simplement parce que ceux qui parlent japonais, ce sont les Taïwanais qui ont été scolarisés à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire qui sont nés au plus tard dans les années 1930. En effet, ceux qui sont nés dans les années 40, le temps qu'ils grandissent et qu'ils entrent dans le système scolaire, la période de la colonisation japonaise était déjà terminée. Cette année, en 2023, les Taïwanais nés dans les années 1930 sont déjà très âgés et la plupart sont décédés. Le grand-père du professeur Zhou, sa langue maternelle était le taïwanais. En fait, c'est le cas de la grande majorité des Taïwanais qui ont grandi à l'époque de la colonisation japonaise. Ils parlaient taïwanais, hakka ou les langues formosanes à la maison. Et ils apprenaient le japonais à l'école. Mais si ensuite, dans leur vie professionnelle, ils n'avaient pas d'interaction avec les Japonais, ils avaient tendance à oublier cette langue. Le grand-père de M. Zhou a travaillé dans une entreprise japonaise à Taïwan, donc il parlait couramment cette langue. Mais de nombreux Taïwanais qui ont grandi à l'époque de la colonisation ne se souviennent que de quelques mots, comme par exemple « bonjour »,« konnichiwa » ou encore « c'est bon, oishi desu ne ». Et c'est sans compter que vers la fin de la période de la colonisation, seulement 70% des enfants taïwanais étaient scolarisés à l'école primaire. Une partie de la population taïwanaise n'a donc pas eu l'occasion d'apprendre le japonais à l'école. Donc il est très difficile de répondre à la question combien de Taïwanais savaient parler le japonais à l'époque de la colonisation, car tout dépend ce qu'on entend par savoir parler japonais. Cela peut recouvrir une grande diversité de niveaux de maîtrise de la langue. En fait, ceux qui parlaient couramment japonais n'étaient pas si nombreux. C'étaient des commerçants, des intellectuels, dont certains avaient étudié au Japon, ou des employés d'entreprise ou de l'administration japonaise, par exemple. Pendant la colonisation, les Japonais n'ont pas interdit à la population de parler taïwanais ou d'autres langues maternelles, et des chercheurs japonais se sont d'ailleurs attelés à décrire et comprendre ces langues, produisant des archives qui sont encore utiles de nos jours. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces langues maternelles ont été peu à peu interdites par le gouvernement de la République de Chine quelques années après son arrivée à Taïwan, bien que le taïwanais et le hakka soient aussi des langues sinétiques. À l'époque, la priorité était d'imposer une langue commune, le mandarin, ce qui s'est fait au détriment des autres langues. En 1 ou 2 générations, cet objectif a été en grande partie atteint car le mandarin est devenu la langue maternelle de nombreux Taïwanais alors que c'était une toute nouvelle langue pour eux au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Pour revenir à l'époque de la colonisation, les Japonais ont commencé à mettre l'accent sur l'apprentissage de leur langue par les Taïwanais à partir de la guerre sino-japonaise qui a débuté en 1937. M. Zhou m'a expliqué qu'à ce moment-là, les Japonais voulaient que la population de Taïwan s'identifie aux Japonais et non pas aux Chinois. Il y a eu une prise de conscience parmi les fonctionnaires japonais, dont les médias de l'époque se sont fait écho. La colonisation avait duré plus de 40 ans et les habitants de Taïwan parlaient toujours leur langue maternelle à la maison. Le Japon n'avait peut-être pas assez mis l'accent sur l'enseignement de sa langue, se sont-ils dit à l'époque.
Mais ensuite, le point de vue japonais a commencé à changer un peu avec l'expansion de l'Empire du Soleil Levant en Asie du Sud-Est au début des années 40. Certains Taïwanais ont été envoyés, par exemple sur le front en Birmanie, aux côtés des Japonais, et ils y ont rencontré des Chinois d'outre-mer qui s'étaient installés depuis longtemps en Asie du Sud-Est. Certains parlaient le Minnan ou le Hakka, et les Japonais se sont ainsi rendus compte que la maîtrise de ces langues par les Taïwanais pouvait en fait s'avérer utile pour communiquer avec les populations locales, et certains Taïwanais ont ainsi joué le rôle d'interprètes. Si de moins en moins de personnes âgées parlent japonais parce que la période de la colonisation est de plus en plus éloignée, qu'en est-il des jeunes Taïwanais ? Mon impression est qu'ils sont nombreux à étudier le japonais et même parfois à faire un échange universitaire au Japon, notamment en raison du soft power du Japon sur le plan culturel. Monsieur Zhou a confirmé cet engouement des jeunes Taïwanais pour la culture japonaise et donc, dans une certaine mesure, pour la langue. Mais cela a peu de choses à voir avec l'héritage des anciennes générations. Les jeunes ont des raisons différentes d'apprendre le japonais et d'apprécier le Japon, et ces raisons sont très proches de celles qui poussent les jeunes Français, par exemple, à apprendre le japonais. Ils apprécient, par exemple, les animés du studio Ghibli, comme Totoro, les consoles de jeux vidéo Nintendo, le romancier Haruki Murakami, les films de Koreeda. À Taïwan, le manga et animé Demon Slayer a rencontré un grand succès récemment. Et certains jeunes Taïwanais sont adeptes de cosplay, cette pratique qui consiste à imiter des personnages de manga avec des costumes et coiffures extravagants. Et les Taïwanais suivent avec ferveur des feuilletons japonais depuis les années 90. En revanche, peu de collèges et de lycées taïwanais offrent la possibilité d'apprendre le japonais de nos jours à Taïwan. La deuxième langue, en plus du mandarin, c'est l'anglais. Et les élèves peuvent suivre 1 heure de cours par semaine d'une autre langue pratiquée à Taïwan, par exemple le taïwanais, les langues formosanes dans les zones où il y a des autochtones, ou encore, depuis récemment, le vietnamien. Certains collèges ou lycées ont des clubs qui proposent l'apprentissage du japonais en dehors des heures de cours et certains jeunes étudient le japonais par eux-mêmes pour essayer de comprendre les mangas en langue originale, par exemple. Selon M. Zhou, ce n'est que dans les années 80 et 90 que les facultés de japonais ont commencé à se développer dans les universités taïwanaises. En effet, en raison de l'antagonisme historique entre la République de Chine et le Japon, la langue japonaise avait été dépréciée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis quelques années, c'est le coréen qui a de plus en plus le vent en poupe à Taïwan en raison du soft power, de la K-pop et des feuilletons. À Taïwan, un autre héritage du Japon, c'est aussi l'emprunt de mots japonais en taïwanais. Par exemple, biru pour bière, pan pour le pain, un mot qui a été emprunté par les Japonais au portugais, obasan et oji-san pour tante ou vieille femme et oncle ou vieux monsieur, otobai pour mobilette, benso pour les toilettes. Et il y a aussi le mot hôpital, ben-i, qui vient du mot japonais byoin, qui s'écrirait en sinogramme pingyuan et non pas iyuan, comme on dit hôpital en mandarin. Bien sûr, pour désigner des choses qui sont spécifiques à la culture japonaise, en taïwanais, on utilise directement les mots japonais comme tatami ou sashimi, mais en français aussi. De manière plus générale, les relations entre culture chinoise et japonaise sont riches et remontent à plusieurs siècles, notamment sur le plan de l'écriture. À l'époque de la dynastie Tang, entre l'an 618 et l'an 907, qui se caractérisait par un grand cosmopolitisme, le Japon a emprunté les sinogrammes, qu'ils appellent les kanji. Et ils ont aussi emprunté une partie du lexique du chinois classique. Plus tard, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les Chinois ont emprunté de nombreux mots au japonais, notamment dans les sciences humaines et sociales. Les Japonais de l'ère Meiji s'étaient efforcés de traduire des concepts occidentaux en utilisant les kanji, et ce sont ces concepts-là que les Chinois ont à leur tour empruntés. Par exemple, le mot « shehui » qui signifie « société » ou « zhengzhi » politique ou encore « zhuyi » qui signifie « doctrine, idéologie » et qu'on ajoute en suffixe à d'autres mots pour traduire le isme de communisme, capitalisme, nationalisme, etc. Ces mots existaient parfois déjà en chinois, mais ils ne désignaient pas forcément la même chose. Ils sont aujourd'hui tellement intégrés dans la langue que de nombreux Chinois et Taïwanais ne se rendent pas compte qu'ils ont transité, entre guillemets, par le Japon.
De nos jours, de nombreux Taïwanais ont une idée plutôt positive du Japon. Cela peut paraître étonnant, dans la mesure où souvent les populations qui ont subi la colonisation n'apprécient guère les anciens colonisateurs. Comment se fait-il que beaucoup de Taïwanais, même si l'on ne peut pas généraliser, aient une opinion plutôt positive du Japon ? 因为很多台湾人在日本统治时代，他们并不觉得日本时代特别好。 De nombreux Taïwanais qui ont vécu à l'époque de la colonisation japonaise n'ont pas un regard particulièrement positif sur cette période, en raison notamment de la discrimination. Les Taïwanais n'étaient pas traités sur un pied d'égalité avec les Japonais. Après la guerre, de nombreux Taïwanais se sont dit qu'en rejoignant la République de Chine, ils allaient faire partie d'un grand pays et ils s'attendaient à ce que leur vie s'améliore. Or, ce qui s'est passé dans les premières années du régime du Kuomintang à Taïwan, ce sont plutôt les conflits politiques, culturels et économiques. Certains Taïwanais qui occupaient une bonne position sociale à l'époque de la colonisation japonaise ont perdu leur poste. Certains ont même perdu des membres de la famille lors du massacre du 28 février 1947. Après ce qui s'est passé, certains Taïwanais ont commencé à comparer l'époque japonaise et l'époque de la République de Chine en se disant « Certes, les règles imposées par les Japonais étaient très strictes, mais ils respectaient les règles, alors que le Kuomintang ne respecte même pas les règles. » Cela a créé chez certains Taïwanais un ressentiment à l'encontre du KMT et donc, par contraste, une réévaluation plutôt positive de l'époque de la colonisation japonaise. L'histoire de la colonisation japonaise à Taïwan doit ainsi être replacée dans le contexte plus large de l'époque qui a suivi. Par ailleurs, j'ai demandé au professeur Zhou si l'on pouvait dire que l'identité taïwanaise était née à l'époque de la colonisation japonaise. À l'époque où Taïwan était administré par la dynastie Qing, les personnes vivant à Taïwan se référaient à leur identité en disant « Je suis de tel ou tel lieu, je suis Minnan, je suis Hakka, je suis de telle ou telle ethnie ou de tel ou tel village ». À l'arrivée des colonisateurs japonais, ces différences sont devenues secondaires par rapport à la différence vis-à-vis des Japonais. Même si les habitants de Taïwan étaient censés devenir japonais, en réalité, ils étaient citoyens de seconde zone. Il y avait une différence de traitement entre eux et les Japonais. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à émerger un sentiment d'identité taïwanaise, comme en témoignent les œuvres de certains intellectuels de l'époque qui prenaient une identité taïwanaise. Mais il est difficile de dire si ce sentiment était largement répandu ou non parmi la population de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'était un début, comme une graine qui a été plantée. Nous avons donc parlé de langue, de culture, d'histoire. Et pour terminer, je voudrais parler du tourisme, car il y a aussi beaucoup d'échanges touristiques entre Taïwan et le Japon. D'ailleurs, depuis quelques semaines, depuis la levée des restrictions Covid, il y a une ruée de touristes taïwanais au Japon. J'ai entendu dire que les Taïwanais aiment bien voyager au Japon car ils pensent que c'est plus propre et ordonné qu'à Taïwan. Et inversement, que les Japonais aiment bien venir à Taïwan car cela leur rappelle l'ambiance du Japon d'autrefois, plus décontractée et où la pression sociale était moins forte. Monsieur Zhou est dans l'ensemble d'accord avec ces observations. Il fait d'ailleurs remarquer que les Taïwanais cherchent l'ordre et le raffinement au Japon, mais ils sont bien contents de rentrer chez eux ensuite. Les Japonais apprécient aussi le côté décontracté à Taïwan, mais seulement pour quelque temps. En fait, ce que les Taïwanais et les Japonais cherchent les uns chez les autres, c'est une sorte de dépaysement. Mais selon Monsieur Zhou, ces échanges touristiques s'expliquent aussi par la proximité géographique. Parmi les touristes étrangers qui se rendent à Taïwan, les Japonais sont très nombreux. En revanche, si l'on regarde les destinations où se rendent les touristes japonais, Taïwan n'est pas dans les 3 premières. Ils vont plutôt aux États-Unis, en Corée et en Thaïlande, car le pouvoir d'achat des Japonais leur permet de diversifier leurs destinations. En plus, il y a de nombreux endroits au Japon où les Japonais peuvent faire du tourisme dans leur propre pays. À Taïwan, c'est différent. Comme c'est une île plus petite, l'offre touristique est plus limitée, donc les Taïwanais préfèrent souvent aller à l'étranger. Et le plus près, c'est Hong Kong et le Japon. Avec l'évolution de la situation politique à Hong Kong, le tourisme taïwanais s'est d'autant plus tourné vers le Japon. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour les joies de l'éco-construction avant de vous retrouver pour la dernière partie de Taïwan dans toute sa diversité sur la diversité linguistique. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.